Alors, chers auditeurs, bonjour à tous. Ici Monsieur V au micro de ERFM pour ce 76e numéro du Libre Journal de Jean-Michel Vernochet. Alors, bonjour Jean-Michel. Bonjour Monsieur V, bonjour à toutes et à tous. En ce mois de juin, début, qui est sous la pluie, sous la grêle et dans le désordre climatique le plus intégral, si l'on peut dire. Mais enfin non, ça pourrait être pire. On n'a pas encore de tsunami ni de séisme, mais je crois que ça n'a pas grand-chose à voir avec ce qu'ils appellent le réchauffement. Voilà. Oui, on peut dire aussi sous la pluie des fusillades, parce que notre thème principal d'aujourd'hui sera la tuerie qui a eu lieu, qui a été perpétrée dans l'école primaire Robb de Uvalde au Texas le 24 mai dernier, mais qui a quand même déjà été supplantée par les péripéties du Stade de France, mais on y reviendra sans doute en fin d'émission. Alors d'abord, que nous apprend ce nouveau carnage américain en milieu scolaire sur l'état moral, spirituel, psychique du monde occidental en général et en particulier ? Il nous apprend beaucoup de choses, ça nous interpelle, ça fait partie du désordre général du monde que j'évoquais en commençant par le climat. Alors, premier constat, chez nous en France et en Europe, nous ne connaissons pas ce genre de tuerie, sauf exception évidemment à la façon d'Anders Behring Breivik, auteur du massacre du Toya le 22 juillet 2011. Sur le vieux continent, on sait que Breivik était arrivé très lourdement armé. Alors on ne sait pas comment, parce que vu le nombre de gens qu'il avait tués, plus de 70, il fallait avoir beaucoup de munitions. C'est pas une balle par individu, c'est 2, 3 et si vous ne le savez pas, les munitions, ça pèse extrêmement lourd. C'est plusieurs dizaines de kilos. Il y avait beaucoup de mystères dans cette affaire Breivik et qui n'ont pas été résolus et qui ne le seront peut-être pas durant notre existence. Alors, sur le vieux continent, on sait que ce sont des individus qui aujourd'hui sont systématiquement réputés déséquilibrés, qui poignardent le plus souvent au cri de Allahu Akbar des passants ou des prêtres dans leurs églises. Je dis des prêtres parce qu'il y en a eu constamment. Il y a eu récemment à Nice, il y a un prêtre qui a eu 30 coups de couteau. Il n'est pas décédé, mais c'est quand même impressionnant. Mais ça ne choque plus personne. Voilà. Dernier attentat en date, d'ailleurs, c'est à signaler parce que c'est tellement passé inaperçu. Un médecin militaire d'une quarantaine d'années, le 10 mai, à Marseille, c'est pas Nice, a été frappé 10 fois par à coups de couteau sous les yeux de ses 2 enfants, 3 et 7 ans. Je ne fais pas dans le misérabilisme ni dans le pathos, je ne suis pas sur France Inter, mais ça mérite d'être noté. Alors, il venait chercher ses enfants à l'école. Il faut dire que ce salopard, c'était une école catholique. Et il est finalement mort dans l'indifférence la plus totale et la plus absolue. Alors, c'est moins spectaculaire et pétaradant qu'un massacre d'écoliers à la sulfateuse. La sulfateuse, c'est l'ancien mot pour dire pistolet mitrailleur. On parlait de la sulfateuse du temps de la Prohibition, mais mis à bout en fin d'année, ça fait beaucoup de corps, de cadavres. Et on parle aux États-Unis d'interdire la vente des armes, mais en France, il faudrait peut-être envisager l'interdiction définitive et inscrite dans le marbre de la loi ou dans les reins de la Constitution, d'interdire la vente de couteaux, de tournevis et tout autre engin ou de hache, de couperet qui peuvent être utilisés par les déséquilibrés. Ces déséquilibrés dont nous avons le privilège et qu'apparemment nous collectionnons, nous cumulons en France. Voilà. Mais comparaison n'est pas raison. Non, comparaison n'est pas raison. On tue beaucoup en France. Vous constaterez aussi qu'on tabasse beaucoup dans le milieu scolaire ou périscolaire, dans les établissements ou à leurs abords. On a des vidéos, on a des jeunes, ce qu'on appelle en langage moderne des Français, des Français fragiles, les C-francs fragiles qui se laissent tabasser et qui ne savent pas répliquer, qui n'ont pas l'agressivité innée qui leur permettrait de défendre leurs abattis.
Voilà, on en parle peu là aussi. De la même façon, d'ailleurs, il faut bien noter qu'on parle très peu des effets létaux et on voit pas d'opposition. Ni Monsieur Mélenchon ni Madame Le Pen ne réclament qu'on donne des chiffres réels, exacts, vérifiés, documentés, incontestables des effets secondaires des vaccins Pfizer. Voilà. Ne parlons pas de la presse qui a d'autres chats à fouetter, pauvres chats. Et donc, que c'est l'homme de la rue, des crimes qui sont perpétrés, des assassinats, des tabassages scolaires. Enfin, on dit ah ben non, les vieux ont toujours une vision irénique, je dis pas idyllique du passé, c'était mieux autrefois, mais enfin autrefois. Il n'était pas question d'insulter une institutrice, un instituteur, ou de le poignarder comme on voit ça couramment toutes ces dernières années. Donc, à propos de violence, aux États-Unis, ils ont des moyens plus industriels, hein, mais en France, nous, on a des moyens autres, mais finalement, à l'arrivée, tout aussi efficaces. Alors, il y a une rumeur qui court, mais ce n'est qu'une rumeur, puisque le ministère de l'Intérieur ne saurait pas mentir. Il ne ment pas, d'ailleurs, puisqu'il se tait. Il veille jalousement sur le secret statistique. Ça s'appelle en fait un mensonge quand même par omission. On parle des méchants gens, des mauvaises langues, parlent d'une centaine d'attaques quotidiennes qui, au couteau, hein, 100 ans à l'arme blanche, même on va jusqu'à 120, ce qui éviterait... souvenez-vous que M. Dupond-Moretti, cet homme convaincu d'indélicatesse financière, qui roule non pas en Porsche, c'est pas assez chic, mais en voiture italienne, je ne sais pas, c'est une Ferrari, non, c'est pas une Ferrari, qui lui a été plus ou moins donnée par un truand de ses amis en paiement de ses honoraires, enfin des histoires tout à fait vaseuses à Monaco. Donc Monsieur Dupond-Moretti a été reconduit dans ses fonctions, dans le nouveau gouvernement de Madame Bornstein, je crois que c'est son vrai nom, Bornstein. Monsieur Dupond-Moretti nous a expliqué, et ça vaut quand même le détour, que cette violence relèverait d'un ressenti, à l'instar des bulletins météo qui nous parlent il fera 1 degré, ressenti -3. C'est la même chose. On a une sensibilité. C'est pas la réalité, mais on ressent un fond de l'air un peu frais ou un peu trop chaud. Donc, dans le langage de Monsieur Dupond-Moretti, qui dit cette insécurité est ressentie, ça signifie que ça serait très exagéré et que ça ne correspondrait pas à la réalité. Une sorte de fantasme, au fond, du style ou à la manière du grand remplacement qui n'existe pas. Soulignons-le, de même que, il faut le dire, les races n'existent pas, c'est bien connu. Voilà. Tous les hommes sont strictement identiques, se ressemblent parfaitement, et c'est vrai qu'ils ont tous 2 bras, 2 jambes, 2 yeux, 2 oreilles, une même bouche, mais ont-ils un même câblage neuronal? Ça, c'est une autre affaire. Alors, pour revenir à Uvalde, qui est exactement coupable? Est-ce que c'est la permissivité américaine quant à la libre circulation des armes? C'est un peu ce que je disais tout à l'heure à propos des couteaux qu'on devrait peut-être interdire, puisque ils se retrouvent de façon intempestive dans l'estomac des méchants prêtres dans leurs églises, surtout s'ils sont vieux, hein, ou ailleurs d'ailleurs. En fait, il faut convenir que les dites armes ne tirent pas toutes seules. Hein. Prenons l'exemple de la Suisse, qui, sauf erreur, parce qu'il y a identiquement aussi à l'Australie, mais en Suisse, la loi évolue, donc il faudrait peut-être actualiser mon propos, mais vous pouvez acquérir et détenir librement toutes sortes d'armes de poing sur simple et au-delà sur simple présentation d'une pièce d'identité. Je me souviens d'avoir visité, mais c'était il y a très longtemps, une armurerie, on pouvait acheter n'importe quoi. D'ailleurs, une histoire au moment de l'affaire pétrole contre nourriture, un brave homme avait menacé différents militants, dont Yves Munier d'ailleurs, qui faisait un lien assez solide entre la France et l'Irak, de mort. Il avait envoyé des balles et il a été pris la main dans le sac.
Et en fait, il avait été acheté tout à fait normalement, ses armes en Suisse et ses munitions. Et il est évident que cet homme appartenant à une espèce d'homme au-dessus de tout soupçon, avait été relaxé, bien qu'il ait fait lancer des menaces de mort contre un certain nombre de personnes, et de façon assez précise et assez désagréable. Alors, je reviens à la fédération helvétique. On peut s'armer librement en Suisse. Hein, peut-être pas les étrangers, mais encore que, je vais me dire qu'on pouvait acheter des armes. La fédération helvétique n'est pas un ramassis de dangereux psychopathes. Hein. Il y a eu une exception, c'est vrai, il y a eu une exception. 14 morts au conseil municipal de Zoug le 27 septembre 2001. J'ai fait une petite recherche, je suis allé voir ça. Donc il y a eu quand même 14 morts. Alors nous, à la même époque, en 2002, on a eu une tuerie le 27, je ne sais pas combien, une vingtaine de morts, le 27 mars 2002, au conseil municipal de Nanterre, hein, dans les Hauts-de-Seine. Quelqu'un a été mécontent des décisions du conseil municipal. Alors, il s'est défenestré au Quai des Orfèvres, comme ça, il n'y a pas eu de procès. Les témoins gênants passent par les fenêtres aussi. Alors, il s'est peut-être suicidé, mais ça paraît toujours un peu étrange, voire même un peu suspect dans ces cas-là. Donc, alors, à l'exception du conseil municipal de Zoug en septembre 2001, la Suisse est une nation en armes, faut bien dire. Tout le monde dans le placard de la cuisine ou dans le placard de l'entrée, avec les parapluies, a son fusil d'assaut. La Suisse est un État de milice, comme les États-Unis. Donc, le fusil d'assaut est là, bien au chaud, et jusqu'à très récemment, c'est là. Il faut quand même noter que c'est l'un des États, peut-être le seul au monde, où s'exerçait une véritable démocratie, une démocratie directe, par le truchement des votations, notamment d'initiatives populaires. Puis il y a encore quelques décennies, on votait sur la place du village, hein, ou au niveau cantonal, à main levée. Donc on avait une démocratie primitive, mais la démocratie ne peut être bonne que peut-être si elle est vraiment primitive. Et c'est-à-dire où les choix citoyens s'opèrent à la base, dès la base. Et puis, jusqu'à quelques années, il faut dire que la liberté de penser en Suisse et la liberté de parole n'étaient pas obérées par des lois mémorielles. Enfin, c'est venu depuis, parce que c'est à la mode, il se rattrape. Et puis, la Suisse ne fait pas partie de l'Union européenne, mais c'est tout comme, je pense que la Norvège non plus ne fait pas partie de l'Union européenne, et la Suède, je ne sais pas, non, je crois pas. La Suède ne fait pas partie de l'OTAN, ça c'est sûr, ni la Finlande. Mais non, c'est la Suède fait partie de l'Union, mais c'est la Norvège qui a du pétrole. Mais enfin, ces gens ont des liens extrêmement étroits avec Bruxelles, et il ne faut pas. Mais on leur laisse la liberté. Je parle de la Suisse, même la Finlande. Hein, on pouvait détenir une arme à partir de 14 ans. Il y a peu de temps. Puis il y a eu une tuerie qui est arrivée à un point nommé pour réduire ces libertés. Même chose, ceux qui auront envie de vérifier pour aller voir ce qui s'est passé en Australie. À chaque fois qu'il y a un peu trop de liberté, il y a une bonne grosse tuerie qui intervient. Et on remet les choses à l'endroit. On corrige le tir, si je puis dire, et on supprime des libertés. Alors, est-ce que vous êtes en train, du coup, d'établir un lien entre la liberté réelle et la faculté de détenir une arme ? Détenir une arme sans contrainte administrative, c'est effectivement, c'est devenu un privilège, à part la Suisse ou les États-Unis. Et je crois que ce lien, il faut le faire. En France, on n'est pas armé, sauf les banlieues, bien entendu, mais ça, c'est normal. On n'est pas armé et l'État n'a pas peur de nous, hein, ça c'est clair. Alors le lien, à mon avis, entre liberté réelle et faculté de détenir une arme, le lien existe. Un homme libre, je pense, et je me réfère à l'histoire, hein, sur 2000 ans d'histoire, un homme libre est par définition un homme armé. C'est-à-dire un homme susceptible de se défendre, lui, les siens en cas de nécessité, en cas de danger. Être dépendant de la protection d'une autorité publique qui serait seule détentrice du monopole de la violence,
ça revient à s'exposer aux pires avenirs, parce que le policier n'est pas là. Hein. Moi, je vois à la campagne, si j'ai un problème, j'appelle la gendarmerie, qui sera extrêmement diligente, qui fera tout ce qu'elle veut, mais elle a plus de 40 kilomètres. Donc j'ai le temps 50 fois d'être égorgé par de gentils visiteurs pratiquant le homejacking, pour parler bon français. Le temps qu'ils arrivent, qu'ils se mobilisent, qu'ils se réveillent, qu'ils trouvent le véhicule. Encore une fois, quand je dis 40 km, à mon avis, c'est plutôt 50 ou 60 hein, à l'heure actuelle, parce qu'on a fermé toutes les gendarmeries de proximité, hein, toutes où elles sont. Il y a une petite permanence, une après-midi ou une matinée par semaine, voilà. Pour dire sur l'état de la France, donc on peut pas, en toute logique, en toute intelligence, on ne peut pas dépendre de la violence légitime de l'État qui nous promet de nous protéger, mais qui ne nous protège pas du tout. Alors, on l'a bien vu d'ailleurs. La police, le 13 novembre 2015, pendant qu'on égorgeait gentiment et doctement à l'intérieur du Bataclan, la police a mis beaucoup plus d'une heure à intervenir, plus peut-être même, alors qu'on avait des soldats à l'extérieur qui étaient l'arme au pied parce qu'ils n'avaient pas d'ordre. Alors donc, comme ils n'avaient pas d'ordre, ils ne pouvaient pas intervenir. C'est quand même beau, la bureaucratie. Je crois que maintenant, certains policiers, je ne sais pas si c'est tout à fait légal, dans des circonstances particulières d'urgence, ont la possibilité d'intervenir, même sans ordre. Hein. Mais là, on voit que les voitures forcent des barrages, foncent sur les policiers tirent, il y a des blessés, on l'a encore vu à Paris il y a 2 jours, je crois, 3 jours. Et évidemment, les grands coupables sont les policiers, alors que il faudrait faire le compte du nombre de policiers qui ont été blessés, de policiers traînés, mutilés par des voitures ayant forcé les barrages. Mais tant que, suivant la philosophie de M. Dupond-Moretti et de M. Badinter et compagnie, Badinter avant lui, les criminels seront les véritables victimes. Je pense que la violence monopole d'État sera à relativiser. Alors, plus l'État désarme les Français, moins la liberté d'expression est grande. J'ai connu une époque, il y a une petite quarantaine d'années, où vous achetiez une carabine long rifle, ça fait des dégâts, hein. Ça tire c'est mortel à plus de 1000 mètres, un long rifle. Surtout en fonction des munitions que vous utilisez. Le 22 long rifle, c'était en vente libre, les fusils à pompe étaient en vente libre. Alors ils étaient bridés, on ne pouvait pas tirer plus 3 cartouches. Enfin bon, il suffisait de faire 6 ça, et puis c'était débridé, on pouvait en mettre 10. Et dans un fusil à pompe, on peut mettre des chevrotines qui ne sont plus utilisées à la chasse, mais des chevrotines, ça fait des dégâts, permettez-moi de vous le dire. Bon, on peut constater aujourd'hui qu'on peut même plus se promener avec un Opinel dans la poche, enfin si on est un citoyen normal, puisque on est fouillé, il y a des portiques partout, donc on peut même plus avoir son petit canif. Ayant vécu une partie de ma vie en milieu rural, on n'a jamais vu un paysan qui n'aurait pas son couteau, ou même autrefois les ouvriers, parce qu'on mangeait sur le pouce. Hein. Et sur le pouce, ça signifiait qu'on coupait des petits carrés de pain et des petits carrés de saucisson, des petits carrés de fromage, des petites lamettes de fromage qu'on mangeait sur le pouce. Alors d'ailleurs, je me suis fait cette réflexion à propos de la liberté d'expression. Il y a déjà de ça 20 ans, 30 ans, en regardant certaines pièces du dramaturge Jean Anouilh, que j'appréciais beaucoup, pas toutes, hein, mais que j'apprécie, que certaines de ces pièces aujourd'hui qui sont mal-pensantes, qui seraient perçues comme mal-pensantes, malsonnantes, je ne suis pas sûr que Anouilh aurait la moindre audience et même
on peut imaginer qu'il serait mis à l'index de la profession. Voilà, parce qu'il n'est pas du tout dans les canons et les normes wokistes. Il y a qu'à regarder sur la chaîne soi-disant culturelle France 4, ce qui passe, c'est assez hallucinant. La télévision et l'art, ce ne sont plus que des succursales de la propagande la plus grossière, la plus ceci, la plus cela. Il vous faut votre drapeau multicolore, arc-en-ciel dans la poche, sinon vous n'avez plus le droit d'existence. Donc, exit Jean Anouilh. Alors, je termine là-dessus. Il faut noter qu'aux États-Unis, qui est quand même le pays de la démesure, le continent est géant, est dangereux. La liberté de penser véritable existe encore, plus ou moins. Hein. Vous avez le droit d'être sataniste. Il y a une église sataniste qui regroupe des centaines et des centaines. Je dis bien sataniste, hein, des centaines et des centaines de milliers d'adeptes. Il y a même, je ne sais plus dans quelle ville ou dans quel aéroport, il y a des fresques. Puis tout le monde connaît cette statue de Baphomet avec des petits-enfants à ses genoux qui représente le bouc de Mendès. Hein. C'est un pays de contraste et de paradoxe, l'Amérique. Mais il y a c'est vrai qu'il y a aussi non pas des garde-fous à la liberté, mais qui sont des piliers des contreforts qui soutiennent la liberté, comme ce fameux deuxième amendement, qui est le sujet du jour, que M. Biden voudrait bien voir abrogé. Mais il sait, on va y revenir, je pense, il sait parfaitement qu'il ne pourra pas le faire, mais c'est de la bonne pub pour lui. Et je vous donne le texte de deuxième amendement. Il date du 15 décembre 1791 et il dit, texto, dans un État libre, le droit du peuple à détenir et de porter des armes ne doit pas être transgressé, puisque c'est un État où il doit y avoir des milices, c'est-à-dire le peuple en armes, exactement comme dans la Confédération helvétique. Et donc, alors, vous nous dites que les tueries récurrentes qu'il y a aux États-Unis, dans les écoles ou les lieux de culte, ne s'expliquent pas forcément par la détention d'armes par les particuliers. Mais alors, comment expliquer ce phénomène ? Il faut insister sur ce point. C'est pas les armes qui tuent, ce sont ceux qui les ont en main. Alors, c'est un problème très complexe. Il faut faire très attention de ne pas tomber dans un conspirationnisme outrancier, ni dans la paranoïa. Donc, il faut marcher sur des œufs, mais non plus, il faut pas tout gober. Puisqu'on parle d'eux, il ne faut pas tout gober, surtout les explications les plus bêtes. Je viens de dire que la Fédération helvétique est surarmée. Tous les citoyens, les vrais citoyens, pas les citoyens bidons, c'est pas une calache, ils ont un fusil d'assaut dans leur placard. Il faut dire que les Suisses ont aménagé les autoroutes, les tunnels autoroutiers qui passent sous les Alpes. Il y a des portes blindées géantes qui peuvent se refermer et on met 25 000, 30 000 personnes de la population en cas d'alerte nucléaire avec des réserves. Donc les Suisses sont des gens qui sont organisés, ils sont proches des peuples germaniques ou des Alsaciens ou des Lorrains et sont des gens qui savent prévoir. Alors je peux vous dire qu'en France, il n'y a pas d'abri antinucléaire. Hein. Ne cherchez pas, il n'y en a pas. Je crois qu'en Suède, c'est 90% de la population peut être protégée. Bon, si je me trompe, c'est pas grave, c'est un ordre d'idée. Et je dis ça, mais c'est pas neutre. À l'heure où on parle d'un possible affrontement nucléaire, d'une possible confrontation entre l'Est et l'Ouest, c'est-à-dire entre les États-Unis sur le dos et sur la tête et par-dessus la tête des Européens, entre les États-Unis et la Russie. Bon, fermons cette parenthèse, mais tout ça va de pair. La population est armée et on a des abris anti-atomiques qui peuvent abriter des dizaines de milliers de citoyens. Alors, en France quand même, c'est un drôle de pays. Hein. Je parlais à l'instant des policiers qui se font ramasser par des bagnoles des bagnoles folles qui franchissent, qui les barrages, qui les forcent.
qui forcent les barrages. Alors, j'ai parlé de ce médecin militaire qui a été poignardé et qui est mort à Marseille à la sortie de l'école de ses enfants. Le 26 mars 22, c'est pas très très loin, à 10 heures le soir, dans un petit village, un petit bourg, donc c'était pas isolé, c'était pas dans la campagne, on a entendu deux coups de feu qui ont retenti près de l'église, hein, c'était près de l'église du petit village de Longré, dans le nord de la Charente. Un père de famille qui était seul à son domicile avec ses deux petites filles de 3 ans, 4 ans, venait de tirer sur 4 cambrioleurs. C'est pas un, c'est pas deux, c'est 4, qui avaient pénétré dans son domicile avec, j'imagine, d'excellentes intentions. Ils apportaient une bouteille et du sauciflard à partager, mais enfin 10 heures le soir, on n'en est plus là. Donc il a tiré, il en a tué un. Ce brave homme de 40 ans est un type totalement normal, pas d'antécédents psychiatriques ou judiciaires. Et il a été entendu immédiatement par la gendarmerie et il est entré dans le cadre, en fait, il faudrait dire, dans le cadre d'une procédure pour meurtre. Donc c'est pas un assassin, mais c'est un meurtrier. Et déféré au parquet d'Angoulême. Donc, vous voyez bien, c'est bien, ça donne bien la France, l'état de la France aujourd'hui. Si vous avez, alors on a dit un fusil gros calibre, c'est un fusil de chasse, c'est du 12 ou du 16, et ça tire, si vous voulez tirer sur un sanglier, comme on peut plus utiliser la grenaille, le shrapnel, tout ce que vous voulez, vous utilisez des balles, voilà. Donc c'est vrai, c'est du gros calibre, ça fait des dégâts. Si c'est fait pour tuer les sangliers ou les cerfs, sur un bonhomme, vous voyez ce que ça peut faire. Alors, aux États-Unis, là je reviens aux États-Unis, pas à Uvalde, mais aux États-Unis, la propriété est inviolable. Hein. La plupart des États, quelqu'un entre chez vous, vous tirez et vous êtes félicité par les autorités locales. On reçoit les gens qui sont annoncés, surtout tard le soir, on les reçoit à coups de fusil. Non. En France, c'est celui qui se défend qui est a priori coupable aux yeux de la loi et du parquet. Ce sont les tueurs et les voleurs sont des victimes structurelles, des victimes de la société, des victimes de la bourgeoisie, des victimes, face à des racistes qui sont des racistes obligatoirement, qui sont des oppresseurs. Aujourd'hui, on l'a dit, systémiques, et donc ils ont systématiquement tort. Très bien. Mais alors pour vous, la tuerie de Uvalde relèverait donc plutôt d'une psychopathologie collective, culturelle et sociale spécifique à l'Amérique judéo-protestante. Un peu, oui. C'est quand même un chaos psychologique, l'Amérique. Vous savez, il y a un ministre dans le gouvernement Biden qui est un transsexuel, qui a changé de sexe à 40 ans, qui est devenu une femme. Il a une belle tête, d'ailleurs, je n'ai pas son nom en tête. Hein. Donc, on est à l'époque. Il y avait ces jolis films qui portaient le nom d'un architecte arménien qui se filme, c'est pas la maison Gulbenkian, d'Abidjan, je ne sais quoi, qui se déroulait avant les printemps arabes au Caire. Maison assez étonnante, parce que c'est un résumé de la société, un immeuble. C'est pas l'immeuble Yacoubian ? Exactement, c'est l'immeuble Yacoubian. Yacoubian qui veut dire Jacob, d'ailleurs. C'est un nom qui peut être Jacob, qui peut être utilisé par toutes les religions révélées. Et dans l'immeuble Yacoubian se termine, il y a un ancien, non pas un ancien aristocrate, mais de la haute bourgeoisie du temps de la monarchie égyptienne, du roi Farouk, qui part au bras d'une jeune femme très jeune, il doit avoir au moins 30 ans, si ce n'est de différence, mais elle l'aime, visiblement, elle l'aime beaucoup. Et après toutes ces péripéties qui sont très, si vous voulez comprendre quelque chose aux printemps arabes, allez voir l'immeuble Yacoubian. C'est vraiment un film plus qu'excellent. On voit d'ailleurs un homosexuel, on ne l'a pas dit, il était connu au Caire, c'était un chrétien, un chrétien copte, qui était un grand patron de presse. Enfin, c'est remarquable, ce film. Et le film s'achève, je termine là, il part au bras de sa belle et il dit « Nous sommes entrés dans l'ère de toutes les monstruosités ».
Bah oui, on est dans l'ère de toutes les monstruosités, ça c'est clair et c'est net. C'est même plus de toutes les folies, c'est toutes les monstruosités. Alors, pour répondre à votre question, il faut voir dans le énième carnage, parce que ça, il y a des carnages tout le temps. On y reviendra. Je donnerai peut-être quelques précisions à la fin de notre entretien. On est ce carnage puisqu'il est perpétré par des très jeunes gens ou ceux qui viennent de quitter l'adolescence pour entrer dans le monde adulte. On a une preuve, une de plus, du profond mal-être des jeunes hommes, de nombreux, pas de tous, mais de nombreux jeunes hommes américains. Pour dire que quand même, l'industrie culturelle américaine n'est pas faite pour les rendre très intelligents. Hein. Dès l'enfance, ils sont gavés de cartoons, plus ou moins débiles. Vous savez, regardez une seconde, les dessins animés ou français, qui est peut-être le dernier secteur cinématographique où il y a encore véritablement de l'intelligence en France. Hein, mais on les voit pas à la télévision. Ou les dessins japonais sont souvent dans un graphisme très réaliste, très minutieux, très réaliste, figuratif, minutieux, précis, proche du réel. Alors que les trucs américains, c'est des êtres qui font des bulles, des booms, des blâmes, qui sont des caricatures. On n'est pas dans le même univers mental. Je l'ai déjà dit, je le souligne, l'Amérique, c'est autre chose. Hein, les Japonais, de ce point de vue-là, du point de vue intellectuel, culturel, esthétique, graphique, sont beaucoup plus proches de nous. Bon, fermons à nouveau cette parenthèse. Donc, les jeunes Américains sont gavés de cartoons débiles, puis ensuite ils sont intoxiqués par les délires. Alors là, ça mériterait presque une émission, les délires, ce que j'appelle hystérico-mégalomaniaques, des blockbusters américains. Alors, c'est les studios Disney. Merci la guerre d'Ukraine qui a privé la Russie des studios Disney et des studios Marvel. Qu'est-ce que c'est bien pour la jeunesse russe, ça sera un peu moins bête, enfin un peu moins bête que la nôtre. Ce qui ne veut pas dire que toute la jeunesse soit stupide et ne fasse pas le tri et n'ait pas d'esprit critique. Mais enfin bon, ils sont soumis à des tirs d'artillerie culturelle terrifiants. Il faut être très solide pour résister à ça ou passer à travers les murs, les mailles du filet. Alors, les jeunes Américains grandissent dans un univers culturel où la violence cinématographique, regardez les films de Tarantino, enfin c'est hallucinant, enfin, ou Sailor and Lula, je sais plus qui avait fait ce film, on est dans un univers psychopathique, psychopathologique, c'est de la violence, de la violence, de la violence, et encore de la violence, de l'égoïsme, de la perversité. Bon, on peut peut-être s'en amuser, c'est du grand guignol à dose homéopathique, mais sauf que là, c'est à dose massive, hein, injection continue. On a une perfusion. Et puis, il y a le cloaque pornographique auquel on a libre accès maintenant grâce à la toile. C'est omniprésent, aussi bien dans les films. Moi, je me souviens, petit garçon, j'étais gêné quand le héros et l'héroïne s'embrassaient, ça me gênait un peu. Alors maintenant, on les voit, ça copule à longueur de temps. Je vois pas ce que ça apporte au film. Bon, à part si on a un certain goût pour le voyeurisme, mais c'est pas du temps. Chez nous, on faisait des films extraordinaires avec simplement des acteurs, de très bons acteurs, de très bons comédiens. Style Zelensky d'ailleurs, de très bons comédiens et surtout de très bons dialogues, de très bonnes mises en scène, de très bons scénarios. Mais là-bas, il faut que ça explose à toute seconde, mais c'en est véritablement fatigant et lassant. Voilà. Alors, comment voulez-vous, dans ces conditions, que certains jeunes Américains, ceux les plus vulnérables, les plus fragiles, les moins dotés de défense naturelle, ne soient pas dépressifs et ne finissent pas, dans certains cas, par péter les plombs. Voilà. Alors, il faudrait être singulièrement borné pour ne pas établir de relation. Ça a été fait autrefois entre l'ultra-violence cultivée par l'industrie du divertissement hollywoodien, je dis bien l'ultra-violence, qui est un argument de vente, hein, puis c'est une accroche. On sollicite les instincts les plus bas et un certain déséquilibre de la société, de cette société.
surtout, comme je viens de le dire, pour les plus fragiles. On gave les jeunes gens avec des amphétamines virtuelles. Pensez à ça. Hein, le cinéma, les jeux, ce sont des drogues. Mais des drogues qui sont à la fois hyper toxiques et qu'il faudrait consommer, comme l'alcool, avec beaucoup de modération. Hein. Notre ami Monsieur Marx nous parlait de l'Église opium du peuple. L'Église comme opium du peuple, c'était peu de choses comparé à ce qui nous est administré aujourd'hui par nos téloches. Et puis, ajoutons, et là aussi je conclus, que la jeunesse américaine ne sait plus où elle en est, elle ne sait plus où est le droit, le gauche, puisqu'il n'y a plus de sexe, elle est wokiste, genderisée. Je reviens encore un mot en disant dans l'industrie cinéma que qui sont les héros et les chevaliers modernes, ce sont des gangsters et des tueurs à gages. Bon. Comment voulez-vous psychiquement, on soit équilibré. On est également, la jeunesse blanche est coupable, on disait des tueurs nés, coupables par naissance, coupables de racisme, de sexisme, coupables d'exister et de se tenir. On l'a vu lors d'un match de foot, là, hier, je crois, il y avait l'équipe, quelle était l'équipe? Une équipe hongroise qui est restée debout pendant que l'équipe anglaise était à genoux, pauvre con, en train de célébrer l'immortelle gloire de George Floyd. Hein, c'est quand même extraordinaire. George Floyd, dont c'était le 2e anniversaire de la mort, justement le 25 mai, le massacre d'Uvalde, c'est le 24 mai, le 25 mai, et qui coïncidait avec son anniversaire du 2e. Je rappellerai au passage, parce que je suis vraiment quelqu'un de désagréable, voire de Dieu, que George Floyd était un acteur pornographique, trafiquant de drogue, trafiquant de faux papiers. Enfin, c'était un pauvre type, qu'il était certainement, le jour où il est mort, gavé de je ne sais quelle substance toxique et excitante qui a fait que l'opération de contention, on voit son assassin, comme on dit, comme s'il avait prémédité son geste, qui avait les mains dans les poches, dont un genou, c'est très bien, très mal ce qu'il a fait. Mais c'est un peu la même chose que pour le petit comment s'appelle-t-il, Traoré en France, qui lui aussi est mort dans des conditions qui étaient relativement similaires ou semblables. Voilà. Donc, quels sont les héros de l'Amérique aujourd'hui? C'est George Floyd, et l'équipe anglaise est à genoux pour célébrer l'antiracisme. Je vois pas où est le racisme là-dedans, ou la lutte contre l'antiracisme, le racisme est une vilaine chose, bien entendu. Et il faut noter sur cette curieuse coïncidence entre le 2e anniversaire de la mort de George Floyd et le massacre d'Uvalde. Est-ce que vous sous-entendriez qu'il y a quand même un lien entre les deux événements à 2 ans d'intervalle? En filigrane, je le suggère, je dis bien qu'en filigrane. Bien sûr, il n'y a pas de lien immédiat, il n'y a pas de lien établi, il n'y a pas de lien de super lien. Mais je me borne, moi, que fais-je? Je me borne à constater un fait. Voilà. Pourquoi? Et je dis pourquoi pas. Puisque vous avez l'air de m'indiquer cette piste complotiste, et c'est vraiment très vilain, le complotisme. Je bats ma culpe. Il est clair que cette sinistre affaire est du pain béni pour le camp démocrate, vous voyez. Je fais des liens que je ne devrais pas faire, et pour le président Biden. Biden, le chef de l'exécutif américain, est en perte de vitesse verticale. Hein. C'est vertigineux. Et nous sommes à 6 mois des élections de mi-mandat. Élections qui doivent renouveler en totalité la Chambre des représentants, les députés, si vous préférez, et au tiers le Sénat. Donc, tout peut basculer. Le gouvernement américain, enfin le pouvoir, l'exécutif américain, enfin le pouvoir légal, peut très bien retomber dans le camp républicain. C'est une éventualité. Alors, je ne vais pas m'aventurer en disant que ça arrivera comme ça. J'avais bien dit d'ailleurs autrefois que la guerre d'Ukraine n'aurait pas lieu. Elle a eu lieu. Mais elle a lieu parce qu'on voulait qu'elle ait lieu. On a tout fait pour. Voilà. Les guerres modernes, c'est une petite incidente, n'ont généralement lieu que parce qu'on veut faire la guerre et pas parce qu'il est logique que la guerre ait lieu ou n'ait pas lieu, ou parce que il y a des raisons qui plaident dans un sens ou dans l'autre. Voilà, la logique n'a rien à voir, la rationalité apparente n'a rien à voir, la rationalité est à un autre niveau, c'est celle de la volonté humaine.
de la volonté de détruire ou de la volonté de nuire. Alors, l'Amérique doit faire face en Ukraine à une crise, à une guerre, mais c'est une guerre qu'elle a provoquée, puisque pendant ces 7 dernières années, l'Amérique n'a eu de cesse. N'oublie pas que l'Amérique, c'est la patronne de l'OTAN. Hein. Dans l'OTAN, nous sommes soumis au généralissime, à la direction militaire des États-Unis. Mais quand on dit l'Europe, la France vassale, par les traités, c'est un fait. Demain matin, il y a un conflit, c'est des généraux américains qui nous commanderont. Et on fermera notre gueule et on obéira. Donc, l'Ukraine était une base avancée de l'OTAN. Point. Il faut en rester là. Et l'Amérique, comme tout le monde, toute la sphère occidentale, parce que sort aussi de la pandémie covidesque. Je dis bien sphère occidentale, parce que l'Afrique apparemment a été touchée vraiment que très marginalement. Marginalement, il faut dire que l'Afrique a refusé aussi tout aussi massivement le vaccin. Mais on a dit que c'était parce qu'ils n'avaient pas d'argent, qu'ils ne pouvaient pas leur acheter le vaccin. Enfin, on trouve n'importe quelle raison pour expliquer n'importe quoi. Voilà. Donc l'Amérique est engagée dans la guerre et s'y engage d'ailleurs de plus en plus. J'entendais un imbécile de journaliste, parce que je crois qu'il n'y a pas d'autre terme, qui disait que l'Amérique allait livrer des missiles. Alors c'est pas des missiles, elle va livrer des engins blindés porteurs de roquettes, de lance-roquettes mais c'est quand même de sacrées armes. Ça tire à 90 km, 80-90 km. Alors M. Biden a dit non, mais nous ne voulons pas entrer dans la co-belligérance, on ne donne pas des armes plus puissantes qui pourraient tirer sur le territoire russe. Enfin bon, M. Biden, on sait qu'il est gâteux, mais pas à ce point-là, se fout de la tête du monde. Hein. Donc l'Amérique traîne ce boulet de l'Ukraine, c'est pas joué pour eux, c'est pas joué du tout. Monsieur Zelensky, le pleurnichard Monsieur Zelensky, qui manie si bien le verbe et qui vient encore de tenser, c'est-à-dire d'accabler les Français qui ne donneraient pas assez ceci ou qui ne seraient pas assez précieux. Il fait la leçon à tout le monde, Zelensky. On n'en fait jamais assez de toute façon pour lui. Il faudrait mourir à sa place. Donc, Monsieur Biden, quand même, se dit, nous ferons attention à ne pas franchir donc la ligne de la co-belligérance, mais cette ligne, elle est franchie depuis longtemps, et également par la France. Ça serait un sujet là aussi en soi, c'est parce que c'est un grand sujet d'inquiétude. Mais les choses se jouent aux États-Unis. J'ai toujours dit que si la révolution intervenait, elle interviendrait peut-être pas en France, mais là-bas, et la France prendrait la suite, comme elle le fait déjà depuis au moins un demi-siècle, que nous sommes à la remorque des États-Unis. J'étais en train de parler de la guerre. Une guerre, en fait, quand je dis que les États-Unis sont en mauvaise posture, que ce n'est pas un bon point pour le gouvernement démocrate, je le dis parce que au fond, si on regarde bien les choses de près, M. Zelensky, oui, je parlais de M. Zelensky, nous a expliqué qu'actuellement, il perdait 100 soldats par jour. Alors, ils ont des réserves. Ils ont mobilisé, je crois, 1 ou 2 millions de rappelés de 18 à 60 ans. Mais enfin, ce ne sont pas des soldats aguerris. La guerre, c'est aussi un métier. Il faut savoir la faire. Il faut des mois et des mois d'entraînement. Sinon, on devient purement et simplement de la chair à canon. Donc, une guerre, à mes yeux, normalement, parce que les choses ne sont pas tout à fait jouées, ni dans un sens ni dans l'autre d'ailleurs, parce que la Russie est normalement condamnée à gagner, est condamnée à gagner ou à disparaître, puisque c'est une question de survie géopolitique et civilisationnelle aussi. N'oubliez pas que le jour où les barrages seront brisés, c'est le LGBTisme, le wokisme qui vont déferler sur la Russie et qui feront les ravages que nous connaissons déjà chez nous. Pauvre jeunesse chez nous aussi qui ne sait plus qu'il existe des sexes, des genres biologiques et naturels et que tout se vaut. Hein, c'est pire que du relativisme. Tout a disparu. Plus de droite et plus de gauche, plus de haut et plus de bas, plus de beau et de laid, plus de bon, plus de vrai et de faux. Tout est égal. Voilà. C'est bien l'égalité. Hein.
Alors, le survie géopolitique et civilisationnelle, bien au-delà de M. Poutine, parce que M. Poutine n'est qu'un verrou qu'il faut faire sauter, comme M. Saddam Hussein était un verrou, était le mauvais bonhomme, la mauvaise tête qu'il fallait faire tomber, comme également M. Kadhafi. Donc, c'est pas M. Poutine qui est en cause, même si, par exemple, notre cher BFM passe en boucle un film ou des séquences réalisées, entre autres, par Monsieur Navalny, qui est en prison à Vladimir. C'est une prison qui est à 100-200 kilomètres de Moscou, après être rentré, soi-disant s'être fait empoisonner, le pauvre. Alors on nous passe en boucle des documentaires sur l'extraordinaire richesse, sur les palais de Poutine. Enfin, c'est du grand n'importe quoi, puisque rien n'est établi. S'il y a une classe politique corrompue, c'est bien celle de Monsieur Bidin, de son fils Monsieur Bidin, qui avait des intérêts plus que très suspect, très sulfureux en Ukraine. D'ailleurs, ces gens-là sont infiniment plus corrompus que ne peuvent l'être les Russes. Est-ce que M. Poutine a besoin de 10 châteaux, de 10 ceci? Il travaille, M. Poutine. Il n'a pas 50 maîtresses. Il n'est pas comme M. Berlusconi. On l'a jamais vu. On l'a pas coincé dans une partouze. Non, mais il s'agit de salir. Le combat contre la Russie est un combat du bien contre le mal. Alors, cette guerre serait finalement plus une guerre civilisationnelle qu'un simple affrontement géopolitique. Ah oui. Alors, qu'a été le but des guerres? On va prendre comme modèle l'Irak, démanteler l'Irak. On voulait d'un côté avoir un Irak sunnite, enclavé, c'est-à-dire sans accès à la mer. On avait un Irak au sud, sur la façade du Golfe Persique, arabo-persique, un État chiite. Mais ils ont bien réussi, puisque maintenant ils ont fait la jonction. L'Amérique est quand même assez nulle, elle a fait la jonction. Elle n'aime pas l'Iran, mais elle a permis à l'Iran d'avoir un pied en Irak. État kurde au nord, État je ne sais pas quoi, morcelé, fragmenté. Il y avait une carte du nouveau Proche-Orient que j'ai diffusée, que vous trouvez dans un certain nombre de mes livres, et qui a été repris aussi par d'autres géopolitologue averti, une grande carte stratégique de reconfiguration du Maghreb, du Mashrek, du Levant. Le Mashrek, c'est le Levant, donc de l'Orient proche. Je dis bien proche parce que de moyen, ça n'existe pas. C'est un truc anglais. Alors tout le monde dit proche du Moyen-Orient, mais ça c'est le Quai d'Orsay. Mais au Quai d'Orsay, je pense que la cervelle s'est évaporée depuis longtemps. Et donc fragmenté, morcelé sur des critères notamment ethniques, religieux, ethno-confessionnels ou autres. Les Kurdes sont, il y a des Kurdes chiites, mais les Kurdes sont majoritairement sunnites. Mais ça, c'est ethnographique. Au sud, les chiites, là, c'est un critère religieux. Les sunnites, au centre, c'est un critère également religieux. Mais on a voulu faire ça pour la Syrie, on a voulu le faire pour, pas vraiment ouvertement pour la Tunisie, mais pour la Libye. Voilà, c'est le grand projet, fragmenter les peuples, comme en France, il y a des gens très malins qui ont repris d'ailleurs les idées de la nouvelle droite, qui voulaient une Europe des régions. Écoutez, le jour où l'Alsace sera autonome, indépendante, ou la Corse, on verra quel poids ils pèseront dans les affaires du monde. Alors que pour l'instant, ils ont la chance de faire partie d'une confédération de peuples qui est même devenue une fédération qui s'appelle la France. Les Flamands au nord, les Bretons à l'est, à l'ouest, bien sûr. À l'est, les Alsaciens, au sud, les Occitans. Enfin, au sud-ouest, les Basques. La France, si vous regardez bien, est une fédération de peuples. C'est ça, une nation. Une nation, c'est le fusionnement des peuples, mais qui ont gardé d'ailleurs, en grande partie, leurs caractéristiques à travers l'unité nationale, qui ont gardé leurs caractéristiques culturelles, psychologiques, propres. Les Basques sont des Basques, les Bretons sont des Bretons, les Alsaciens sont des Alsaciens, les Jurassiens sont des Jurassiens, etc., etc. Mais c'est ça une nation. Alors,
Alors chacun veut reprendre sa petite liberté, ben, on verra ce que ça donnera. C'est-à-dire quand on aura une mosaïque de peuples, ce que veulent les Américains, ben, alors il y aura peut-être un super pouvoir à Bruxelles ou ailleurs, ou à Berlin, je sais pas, à Strasbourg, et ben on ne sera plus rien. Nous n'existerons plus, on la fermera profondément. Voilà. Alors, que veulent face à ce que Mackinder, je crois, appelait le Heartland, le bloc continental qui équilibre le pouvoir thalassocratique, c'est-à-dire le pouvoir, la maîtrise des mers. Le Royaume-Uni aujourd'hui, autrefois la Grande-Bretagne, et maintenant les États-Unis. Eh bien, il faut morceler la Russie, il faut la disloquer, la morceler, et la Russie n'existera plus. Et empêcher la Constitution, mais là, ça nous emmènerait trop loin. Ça serait un propos purement géopolitique et donc géostratégique, empêcher la constitution d'un bloc eurasiatique avec la Chine et avec l'Inde. C'est ce qu'on voit d'ailleurs, cette recomposition qui est en train de se faire actuellement. Donc, conflit civilisationnel, oui, bien sûr. Quant à l'Amérique, elle est quand même aussi menacée, parce que ce déséquilibre et cette rupture même à l'intérieur du pouvoir fédéral entre démocrates et républicains est en train de s'accentuer. Ça s'est accentué depuis la prise du Capitole, depuis le passage aux affaires de M. Trump. Vous remarquerez, il y a des similitudes à établir entre Trump et Poutine. Ils ont été tout de suite vilipendés, traînés dans la boue, moqués, ridiculisés. Ça fait 20 ans qu'on attaque Poutine, donc la russophobie actuelle n'est que l'aboutissement de 20 ans de préparation de terrain. Et Monsieur Trump, le jour où il a mis le pied dans la Maison Blanche, a été là aussi voué aux gémonies. Hein, alors, terminons là-dessus. Je disais que Océania, l'empire thalassocratique, on peut parler d'empire thalassocratique, mais bon, aujourd'hui, qu'est-ce que la puissance planétaire des États-Unis se représente, se symbolise à travers ces porte-avions, mais que seront les porte-avions dans une guerre du futur, avec des missiles hypersoniques qui peuvent les frapper n'importe où, des torpilles à cavitation qui se véhiculent sous l'eau à 400 dans un vide, créent un vide à 400 km/h, ou des drones sous-marins qui ont 900 km d'autonomie, qui peuvent emporter qui peuvent détruire le port de New York ou n'importe quel port militaire des États-Unis, ou détruire évidemment des porte-avions. Donc la puissance thalassocratique n'est plus véritablement ce qu'elle était, en tout cas pour les années à venir. Évitons le grand danger aujourd'hui dans cet affrontement, qui est un affrontement planétaire, hein. C'est d'éviter de passer au stade ultime, c'est-à-dire à l'usage du feu nucléaire, parce que là, je pense que ça serait véritablement la fin de l'humanité. Mais ceci dit, on voit bien qu'il y a cette reconstitution entre blocs occidentalistes. Tout le monde a en mémoire l'affaire des sous-marins, mais c'était des sous-marins à diesel que la France devait vendre à l'Australie et remplacer par des sous-marins à propulsion nucléaire par les États-Unis. La constitution du fameux Quad États-Unis, Royaume-Uni, Australie, qui montre une alliance régionale, mais qui est une alliance, cette alliance indo-pacifique est une alliance militaire extrêmement à potentiel offensif très grand. Hein. Ça a été conclu en septembre 2021. Oui, les choses vont vite, hein, vont très vite, mais elles vont vite sous la surface pour les initiés, elles vont moins pour ceux qui sont, on en parlera tout à l'heure, qui sont des adeptes forcenés du ballon rond. Alors, si on revient à la tuerie de Uvalde et à la conjoncture politique américaine, donc bien sûr, vous ne dites pas que l'État fédéral soit mêlé d'une quelconque façon à cette stratégie, à cette tragédie, mais vous suggérez... Le lapsus est intéressant. Hein. Oui, mais vous suggérez que la conjoncture était propice à ce que ce drame intervienne. Je disais à M. Biden en perte de vitesse accrue, un parti démocrate qui est aussi sur la tangente, pour ne pas dire sur la sellette. Alors,
que fait il y a une judéenne canadienne très intéressante, tout à fait passionnante, qui s'appelle Naomi Klein, qui a écrit La stratégie du choc. Et là, on trouve qu'il y a un enchaînement, là c'est mon côté parano, un étrange enchaînement de coïncidences. Et chez moi, immédiatement, il y a une petite lumière rouge qui s'allume et qui me dit de regarder les choses, qui interpelle. Hein. Mais il est vrai que chez nous, quand même, l'esprit critique est mal vu. Raisonner tout court est mal vu. Hein. C'est un quasi-délit de nos jours. Il faut penser, il faut pas penser, il faut écouter la télé. Donc, reprenons, résumons-nous. Les élections de mi-mandat s'annoncent peu en faveur des démocrates. On peut imaginer que l'affaire de l'avortement qui serait remise en cause, alors dans nos médias, ça donne l'avortement est supprimé aux États-Unis. Non, pas du tout. Que c'est déjà un coup médiatique. Alors, je remets les choses quand même à leur place. Les nouvelles dispositions légales redonneraient à chaque État la faculté, la possibilité, la capacité d'établir les modalités de l'avortement en fonction de leur desiderata, de leur électorat, de tout ce que l'on veut. Donc l'avortement n'est pas annulé, loin de là, mais simplement chaque État reprend la liberté d'en définir les conditions. Alors, cette affaire de l'avortement n'est pas fortuite, c'est une fuite sur un dossier de la Cour suprême. Donc les fuites, tout le monde sait que ça s'organise. On pouvait imaginer qu'il y aurait une levée en masse, comme pour George Floyd, que les suffragettes auraient déferlé dans les rues, toutes les féministes radicales, toutes les lesbiennes. Alors elles se sont mises un peu à glapir, hein, tout ce petit monde, mais il n'y a pas eu apparemment de mobilisation massive. À croire que les Américains sont moins sensibles à ce sujet. Et puis, il faudrait certaines ont peut-être finalement compris que la grossesse n'est pas une maladie totalement inévitable et que seule une intervention chirurgicale pourrait guérir. Hein. On ne se guérit pas avec un avortement d'une grossesse qui serait une maladie. On a l'impression que les pauvres femmes doivent prendre un billet de train, un billet d'autocar et passer d'un état à l'autre pour sauver leur peau. On vit depuis qu'on a inventé la pilule, on a inventé le stérilet, on a inventé le diaphragme, on a inventé qui existe depuis des temps immémoriaux, puisque les Égyptiennes utilisaient déjà des petites éponges imbibées de vinaigre. Non, mais on a vraiment l'impression que hors de l'avortement, point de survie possible. Bon, c'est comme ça. Mais donc, apparemment, la mayonnaise n'a pas prise. Hein, alors, Monsieur Biden, il est clair que ça peut être la tuerie du Val, peut être tout bénéfice. Hein, surtout que ça s'est déroulé dans un État réputé raciste, un État ignoble, un État qui veut depuis longtemps reprendre sa liberté. Notez que sur les 51 États américains, plus de 20 voudraient s'émanciper. Hein. Si la Californie le voulait, le PIB de la Californie, je ne sais pas s'il est équivalent ou supérieur à celui de la France, l'endettement aussi sans doute, mais la Californie est un véritable État en soi qui peut vivre avec sa Silicon Valley et compagnie. Donc, coup de pub. Monsieur Biden ne peut pas espérer supprimer le deuxième amendement parce que ce serait extrêmement compliqué, mais il peut espérer, par des effets d'annonce successives, faire croire que si tout est bien, si l'Amérique s'aligne derrière lui, on fera supprimer le deuxième amendement, c'est-à-dire qu'on fera supprimer les ventes d'armes. Et donc, on désarmera, on en revient aussi à nos libertés fondamentales, notamment à la liberté d'expression. Une Amérique désarmée, on commencera par les armes de guerre, hein, par les fusils d'assaut, mais une Amérique désarmée serait une Amérique évidemment beaucoup plus docile. Alors, je rappelle les termes du deuxième amendement, je l'ai déjà cité, le droit du peuple à détenir et à porter des armes ne doit pas être transgressé. Voilà. Donc c'est l'un des piliers absolus
de la nation américaine. C'est comme ça. C'est comme ça. D'autant que dans certains États, vous devez avoir avec vous, si votre arme est cachée, vous devez avoir avec vous une patente de détention, mais si elle est bien en vue à votre côté, là, pas de problème, vous avez le droit de la porter comme vous voulez. J'ai vu d'ailleurs que, est-ce aux États-Unis, oui, très récemment, un type avait commencé à tirer et quelqu'un qui était là, je crois aussi c'était dans une école, parce que c'est tout à fait récent, il s'est fait descendre par une institutrice qui était armée. C'est pas du fantasme, hein, c'est la réalité américaine. Mais ça ne comptait pas sur CNews ni sur BFM, encore moins TF1, Antenne 2, FR3. Voilà, pour vous parler de toutes ces choses. Ça sont des choses qui fâchent, ce sont des sujets qui fâchent. Alors, dès le 24 mai, M. Biden levait les bras au ciel et faisant son grand Zelensky, disait « Quand, pour l'amour de Dieu, allons-nous affronter le lobby des armes ?» Ben oui, quand, pour l'amour de Dieu. Parce qu'il aime Dieu, Biden, en protégeant son fils et en conduisant une guerre dégueulasse en Ukraine par le truchement du pauvre peuple ukrainien qui donne, comme l'a dit M. Zelensky, ses 100 soldats par jour. Hein, une guerre totalement inutile. Si on voulait arrêter la guerre, je l'ai déjà dit dans ce libre journal, il suffisait de ne pas fournir l'arme. Et ben la guerre s'arrêtait d'elle-même. Voilà. On négociait. Il y avait des négociations qui avaient commencé tout au début avec Moscou, avec le Kremlin, avec M. Poutine. On négociait. Et puis, on donnait ce qu'a toujours demandé M. Poutine, c'est-à-dire l'autonomie des républiques de Lugansk et de Donetsk. On autorisait l'usage et la pratique de la langue russe en Ukraine. Enfin, on en revenait aux accords de Minsk qui n'ont jamais été appliqués et respectés. Alors, il est vrai que Uvalde peut apparaître dans ce contexte, pourrait, avec d'énormes guillemets et beaucoup de conditionnels, apparaître comme une sorte de joker électoral dans la perspective de ces élections de mi-mandat. Voilà. Puis on sait que l'Amérique est quand même le pays des terrifiants tripatouillages massifs, tripatouillages électoraux, dont la France s'inspire peut-être d'ailleurs, qui sait. Et alors, en résumé, quel rapport consistant, direct ou indirect, établir entre Uvalde, Biden et l'État profond ? Bah, l'État profond, ça existe. Hein. C'est aussi bien Pfizer, ce sont les groupes de pression ethnique qui sont tout puissants, comme l'UPAC. L'EPAC, c'est Raytheon, c'est McDouglas, enfin des grandes industries de l'armement qui empochent des milliards dans cette guerre d'Ukraine. Faut le rappeler aussi. La guerre, ça rapporte à certains. Hein, ce sont des subventions. La guerre, en fait, est une subvention déguisée à l'égard de cette industrie de l'armement qui a intérêt à ce que la guerre dure le plus longtemps possible. Mais retenons quand même qu'il y a des circonstances qui, moi, me paraissent troublantes. Je vous renvoie, j'ai publié le 18 mai 2013, vous voyez, c'est pas hier, hein, c'est il y a 19 ans, sur le site AgoraVox, alors c'était pas sous mon nom, mais peu importe, vous avez un titre qui est Hollywood, propagande noire et guerre terroriste, et qui traite en partie de la tuerie de Sandy Hook le 14 décembre 2012. Or, ce qui est frappant, c'est une tuerie qui s'est déroulée dans une école, qui a fait beaucoup de morts, comme à Uvalde, et il y a un parallélisme qui a été à établir. Quand un scénario est bon, hein, pourquoi ne pas le reprendre? Quand on a une équipe qui gagne, pourquoi ne pas la conserver? Les mêmes grosses ficelles sont destinées à resservir N fois ou X fois. Alors, j'ai aussi évoqué cette affaire et je vous renvoie quand même à mes ouvrages dans Les fiancés de la mort et les stratèges de la guerre globale. Les fiancés de la mort, c'est paru en février 2017. Vous trouvez ça sur Amazon, sur Décitre, sur Fnac.com, même si vous disent qu'il n'y en a plus ou qu'il faut attendre pendant un mois. Alors, c'est la thèse selon laquelle l'État profond, il est là et on ne peut pas nier l'État profond, c'est la CIA aussi bien,
c'est toutes sortes de choses. Ça peut être des sectes. Qui constituent les véritables décisionnaires, sachant que M. Bidin n'est qu'une sorte de marionnette. On lui donne une pilule avant qu'il entre en scène, et puis voilà, et puis il a un prompteur. Et quand il a un homme devant lui, il dit bonjour madame, parce que, le contraire. Alors, pensez à une chose, on ne va pas s'étendre sur le rôle de l'État profond, mais pensez au 11 septembre. C'est l'exemple des exemples, avec la tour numéro 7 qui n'a pas été percutée et qui s'effondre 4 heures après, mais également d'un seul bloc. Voilà. Je crois qu'il y a peu de gens un peu éclairés qui aujourd'hui doutent que le 11 septembre n'ait pas été quelque chose de soigneusement combiné, monté par, non pas par forcément la CIA, mais un certain nombre de services étrangers qui ont servi de relais, et, que ce soit aussi bien chez les Saoudiens à l'époque, les Pakistanais ou autres. C'est une affaire, je mourrais sans doute sans qu'on ait le fin mot, mais enfin tout est faux. Nous vivons, retenez bien cette chose, depuis 1945, nous vivons dans un théâtre d'ombre. Alors, une chatte n'y retrouverait pas ses petits. Alors, Uvalde, parce que je m'évade constamment, je fais constamment des digressions, c'est une sorte de décalque de Sandy Hook, qui a connu 27 morts à Sandy Hook. Uvalde, c'est un dénommé Salvador Ramos, qui a 18 ans. Il passe chez sa grand-mère, chez qui il habitait, parce que sa mère se droguait. Il passe chez sa grand-mère et il lui tire dessus. Il la laisse pour morte. Il tire plusieurs coups de feu. Intéressant. Eh bien, Adam Lanza, qui avait 20 ans à l'époque des faits, donc pour Sandy Hook, il accomplit son forfait après avoir abattu sa propre mère. Ça pose des questions, tout ça. Alors, avait-il la haine du matriarcat ? Peut-être pas, mais des gens vraiment mal pensants pourraient penser qu'ils étaient sous influence. On fait faire beaucoup de choses aux gens sous hypnose, hein. Et il y a aussi des hypnothérapies. Ce sont des personnalités fragiles. Sous couvert de thérapie, on peut très bien avoir utilisé des techniques qui étaient inspirées des manipulations MK-Ultra, qui sont pas totalement chimériques, fantasmatiques. MK-Ultra était un programme conduit par des médecins juifs. On a dit des médecins nazis, tu parles. Des médecins juifs au lendemain de la guerre, et qui consistait à laver le cerveau, à déstructurer les personnalités pour en faire des agents dociles, en quelque sorte. MK-Ultra, ou Monarque. Alors, on peut fantasmer beaucoup sur ces manipulations mentales, mais elles existent, et les programmes, puisqu'on a bien des programmes de guerre bactériologique, plus de 300 laboratoires, ce sont les Chinois qui l'ont dit, américains à travers le monde, dont il y en avait 26 en Ukraine. On ne voit pas pourquoi on n'aurait pas poursuivi les recherches de manipulation et d'ingénierie à la fois sociale et individuelle. Alors, dans les deux cas, il y a des incohérences, à la fois des similitudes et des incohérences générales qui laissent profondément perplexe. Personne n'en a beaucoup parlé, même aujourd'hui dans la dissidence et l'opinion. Eh ben, écoutez, je le fais. Si je pouvais ouvrir des pistes, comme on ouvre dans une forêt qu'on va abattre, on ouvre des layonnages, on fait du layonnage, on ouvre des layons. Écoutez, ça serait bien que d'autres s'engouffrent dans cette recherche. Mais je conclus là aussi en disant que le jeune adulte texan, Ramos, n'avait que 8 ans lors de la tragédie de Sandy Hook, puisque c'est intervenu il y a 10 ans, et donc on peut imaginer qu'il n'en a pas un souvenir précis et qu'il ne s'est pas inspiré directement de Sandy Hook. Enfin, on peut le supposer tout au moins pour perpétrer son propre crime. Et donc, ouais, cette nouvelle fusillade relance en effet le débat sur la libre détention des armes, pour laquelle l'opposition républicain-démocrate est particulièrement vive depuis des décennies. Oui, l'Amérique, je ne vais pas être long dans ma réponse, c'est une lutte, mais je pense que c'est derrière cette lutte pour la détention des armes, c'est une lutte pour le pouvoir, c'est une lutte civilisationnelle, c'est une lutte entre deux mondes, entre le monde aujourd'hui qu'on appelle woke,
qui veut des termites obéissantes, aveugles, productives. Alors on les prépare à la production mettons, à partir de 24 ans. Ils vont être productifs de 24 ans à 55 ans ou à 54 ans. Et puis après, ils partiront à la casse. Je vous rappelle qu'il y a monsieur Noah Harari, grand conseiller à la fois de monsieur Macron. On les voit, il y a des photos entre Noah Harari, tout droit issu de la philosophie de la Silicon Valley, la philosophie transhumaniste. C'est un des grands inspirateurs de monsieur Klaus Schwab. Ils appartiennent tous à la même communauté, de monsieur Klaus Schwab, le patron du Forum économique mondial, qui est l'homme du grand recette. Et monsieur Harari a écrit un livre qui s'appelle Homo Deus. Aujourd'hui, cet Homo Deus, ces gens qui sont des messianistes, des illuministes, veulent construire une société où l'homme sera connecté à la machine. Peut-être que le Covid n'est sans doute que le préambule ou le préalable à des carnets vaccinaux, des carnets sanitaires qui commenceront par être de point numérique, mais numérique extérieur sur des cartes, et puis après ça sera dans les puces, ça sera ingéré dans le corps. Ils y vont, ils ont le temps. C'est remarquable, c'est que ces gens, tous ces projets ont des dizaines et des dizaines d'années. Ils ont le sens de la planification. Je rappelle que la planification est née en Russie soviétique, a été mise en œuvre, la première planification à la fin des années 20, début des années 30, par Staline lui-même, et Staline qui ne faisait que reprendre les idées léninistes en quelque sorte, et donc on planifie. La planification n'est pas forcément mauvaise, c'est comme la langue d'Ésope quand on en fait un bon usage. Mais là, ces gens ont planifié de nous asservir, de transformer l'humanité en termitière. Je vous rappelle que les termites sont aveugles et elles obéissent à un commandement central. C'est ce qu'ils appellent la gouvernance mondiale. Voilà. Donc l'Amérique va osciller. Elle va tomber d'un côté ou l'autre. Aujourd'hui, elle est en guerre contre la Russie pour un modèle. C'est pas seulement économique. Faut pas être matérialiste. C'est pas seulement économique. C'est pour le pouvoir mondial. C'est une lutte pour ça. Bon, mais c'est pas joué. La Russie a un petit avantage éphémère qui ne durera que 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans avec ses missiles hypersoniques. Il y a une petite marge de manœuvre et l'Occident a quand même, le camp occidentaliste, devrais-je dire, a intérêt à se presser et d'abattre ce pouvoir montant et naissant, aussi bien en Russie qu'en Chine, parce que la Chine pèse quand même beaucoup de monde et qu'on a vu dans cette affaire de l'Ukraine, l'Inde s'arrimer, aussi bien le Brésil, mais l'Inde s'arrimer et ça pèse quand même 1,5 milliard d'hommes en Inde, 1,5 milliard en Chine, peu en Russie, ils sont 140 millions aujourd'hui. Avant la Révolution, ils étaient 160 millions, maintenant ils sont plus que 140 millions. Je vous laisse tirer toutes les conclusions que vous voudrez là-dessus. Donc il y a une lutte pour le leadership planétaire et surtout un modèle pour une lutte pour le modèle de ce que sera l'humanité demain, et ce que sera la civilisation. Et donc du coup, vous suggérez qu'en Ukraine, la situation n'évoluerait pas en faveur des occidentalistes ? Pour l'instant, j'ai dit je vais pas y revenir et m'étendre, 100 morts par jour, beaucoup d'armements qui sont détruits en arrivant, mais pas tous. Il paraît que les canons César, alors là ça me bluffe quand même que les canons César seraient déjà opérationnels en Ukraine. Le canon César, c'est un canon de 155 mm. C'est surtout les Césars sont, paraît-il, extrêmement précis. Ça tire à 30 km et plus, avec certains types de munitions. Mais il faut des mois et des mois pour apprendre à servir de ce type d'artillerie, de ce type d'armes, de ce système d'armes, peut-on dire même. Qui sont les servants de ces batteries ? Il y en a 12. Qui sont les servants de ces batteries ? Des mercenaires, des Américains sous nationalité ukrainienne, que sais-je, mais
il y a peu de chances que ce soit des Ukrainiens eux-mêmes, parce que nos armements leur sont étrangers. Hein, bon, il faut vraiment des hyper spécialistes. Et ces trucs, ces armes, ces pièces d'artillerie font des dégâts terribles puisque peuvent faire ce qu'on appelle des feux de contre-batterie, c'est-à-dire détruire les défenses à 30 km de distance. Alors ne parlons pas, je l'ai mentionné tout à l'heure, des chars américains qui sont en fait des lance-roquettes multiples. Vous mettez une dizaine de chars et alors là, vous détruisez dans la profondeur et sur la largeur, vous détruisez des espaces de plusieurs kilomètres, voire de plusieurs dizaines de kilomètres, en déclenchant des feux nourris. Qui sont des armes, là aussi, qui permettent la contre-batterie de détruire les moyens offensifs et défensifs des lignes hostiles ou des lignes adverses, on va dire adverses. Voilà, donc la guerre, elle a bien lieu, et il me semble que là aussi, il se passe quelque chose du côté de nos canons César qui mériterait d'être exploré. Je note un dernier mot sur Uval quand même. Je l'ai dit tout à l'heure, mais il faut insister. C'est intervenu au Texas, où la population est surarmée, déteste l'État, les instances fédérales, hein, parce qu'il y a quand même un courant de pensée très très violent que vous retrouvez dans le cinéma, hein, si vous regardez bien, de méfiance, de défiance, d'hostilité à l'égard de l'État fédéral. Hein, c'est l'esprit des milices, et les milices maillent, balisent le territoire de l'Amérique intérieure, de l'Amérique profonde. Hein. C'est un État dissident qui régulièrement demande à se détacher de la fédération. Donc, ça me semble là aussi, c'est un détail qu'il faut rajouter au tableau qui montre qu'il y a quelque chose de pas clair, de pas net dans cette affaire du Val. Très bien. Un petit mot sur les événements du Stade de France. Non, mais disons que on a un menteur et un super menteur. On a notre petit Zelensky de base qui s'appelle Darmanin. On a tout voulu mettre sur le dos. Je m'arrêterai là, hein, sur le dos des supporters anglais. On a dit qu'il y avait énormément de faux billets. C'est faux, hein, il n'y en avait pas tant que ça. Mais ça a permis de masquer quand même les gentils venus des quartiers populaires, les gentilles bandes qui ont détroussé en menaçant avec des cutters ou pour couper les lanières des sacs, que sais-je, détrousser de l'argent, des billets, des téléphones portables. Je sais que Madame Hidalgo s'est déplacée pour aller se rendre à une réunion du comité olympique mondial, mais en toute logique, quand même, si les gens de ce côté-là étaient un peu sérieux, eh bien, les Jeux olympiques à Paris seraient annulés. Voilà, parce qu'on voit bien que Paris est devenu je sais pas quoi, une pétaudière. C'est une Ukraine en miniature pour l'instant. C'est une marmite qui a pas encore tout à fait pété, mais enfin bon, on n'en est pas loin quand même. Hein. Paris est un dépotoir dans lequel on ne peut plus circuler. D'ailleurs, il faudrait dire Saint-Denis et non pas Paris, pour reprendre les termes de Thierry Henry. Oui. Monsieur V, vous parlez d'or. Je ne peux rien dire de plus. Bon, enfin, c'est une honte, cette histoire de la Coupe des Champions, pardon. Oui, Ligue des Champions. Je suis peu adepte du ballon rond, surtout depuis qu'il est professionnel. Tout le monde me trouve immoral, ne trouve pas immoral que des joueurs soient rémunérés 2, 3, 4, 5 millions par mois, simplement pour taper dans une balle et ensuite aller faire la fiesta dans des boîtes de nuit et se gaver de cocaïne, comme beaucoup de gens d'ailleurs dans ce qu'on appellerait par antiphrase la haute société. Mais moi j'appellerais ça plutôt les bas-fonds et même les très bas-fonds. Mais pas de moralisme, hein, pas de moralisme. Il n'y aura pas, Monsieur V, il n'y aura pas de retour à l'ordre moral, hein, surtout pas. Surtout pas. Très bien, en tout cas nous nous retrouverons prochainement pour une nouvelle émission. Et merci à vous, chers auditeurs. Merci à vous, Monsieur Vernochet. Et à très bientôt.
Merci à vous, Monsieur V. Merci à tous et à toutes et à tous. Et pardon d'avoir été aussi long. J'espère, on ne peut qu'espérer vous avoir intéressé. Voilà. Merci encore.